Je vous remercie beaucoup d'être ici pour cet atelier donc, sur SEO Next Gen 360. J'ai le plaisir d'être avec Johan Laventrieff, qui est notre responsable commercial et qui va donc vous faire une démo à la fin de cet atelier sur l'intégralité de la plateforme Incremis. Alors, qui sommes-nous? Que faisons-nous? Incremis, c'est une société en fait qui est fondée en 2014. On fait du SEO et on commercialise une solution de bout en bout qui est aujourd'hui déployée mondialement, qui a pour vocation de simplifier le SEO, de garantir des résultats et de favoriser la collaboration entre les équipes. C'est un outil assez particulier qui a été construit avec nos clients dans une interface très simple d'utilisation, une vulgarisation, mais qui vous garantit d'excellents résultats. Et un des points importants depuis à peu près 2 ou 3 ans, c'est ce qu'on appelle l'IA personnalisée, c'est-à-dire que nous avons construit des moteurs d'IA par marque afin de pouvoir générer du contenu dans la plateforme. Et ce contenu est directement publiable par nos clients. Donc en aucun cas, quand vous générez du contenu avec Incremis, vous avez un aspect déceptif d'avoir un texte qui n'est ni fait ni à faire, qu'il faut réécrire ou qui affabule sur des choses qui sont fausses. On va voir tout ça en détail. Ordre du jour, d'abord les fondamentaux du levier contenu en SEO. On va se rappeler de comment ça fonctionne. Le basculement dans une nouvelle ère avec l'IA. La stratégie de contenu SEO en 2024, la manière dont on vous conseille d'approcher votre stratégie de contenu. Et enfin, la démonstration. Je vais essayer de couvrir 1, 2, 3 en 20 minutes à peu près. Johan va faire une démo d'à peu près 20 minutes aussi. Et on va essayer de prendre 2, 3 questions peut-être à la fin. D'accord? On va essayer de faire quelque chose d'assez équilibré entre théorie et pratique. Alors, les fondamentaux du levier contenu en SEO. Alors, le SEO, on a l'habitude de dire chez Incremis que c'est très simple, c'est simplement d'écrire le bon contenu sur le bon mot-clé, mais aussi sur toutes ses variantes. C'est ce qu'on appelle le cocon sémantique, c'est ce qu'on appelle les facettes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je prends le salon de jardin, ici, il est recherché 165 000 fois par mois, ce mot-clé, factuellement. Par contre, toutes les variantes autour du salon de jardin, c'est plus d'1 million de recherches par mois. Je parle du salon de jardin en bois, en métal, etc. Et la même chose va se répéter pour tous les mots-clés. Si vous prenez les hôtels à Paris, vous avez aussi 21 fois plus de volume de recherche sur les facettes de ce mot-clé. Et pour le shampoing, c'est encore plus marqué. Donc tout l'enjeu en fait en SEO, c'est certes de travailler le mot-clé principal, salon de jardin, mais aussi trouver un moyen pour les capturer l'intégralité de toutes ces facettes et on va se retrouver face à des centaines de contenus à générer. D'accord ? Deuxièmement, petit rappel rapide des intentions de recherche. Derrière chaque recherche pour Google, un utilisateur a une intention. Alors, on a défini 4 intentions dans le métier. La navigationnelle consiste à chercher un site donné. Bon, je tape Amazon dans ma recherche, je veux aller sur Amazon. Informationnel, je suis plutôt en phase d'information, de recherche sur un thème donné, donc on est très très loin de l'achat. Et deux autres intentions, transactionnelles et commerciales, qui sont déjà beaucoup plus orientées sur le panier, je dirais, pour un e-retailer par exemple. Avec transactionnel, on est vraiment sur de l'achat, et le commercial, c'est de la comparaison. On est un petit peu en train de comparer peut-être un produit par rapport à un autre, mais globalement, on est quand même très très proche de l'achat. Donc rappelons-nous qu'il y a quand même fondamentalement toujours une intention de recherche derrière un mot-clé. Et cette intention de recherche va en fait fondamentalement se refléter sur les pages de votre site. Il y a un mapping un peu naturel qui se fait. La navigationnelle, rappelez-vous, quand je cherche un site donné, c'est plutôt la homepage du site. D'accord ? Je cherche EDF, je vais arriver sur edf.fr. L'information, quand je suis plutôt en informationnel, inspirationnel, la première chose qui vient en tête, c'est le magazine. D'accord ? Le blog, le magazine, un article de blog. Mais en fait, il y a aussi la page produit. La page produit a une vocation à informer un utilisateur sur le produit en question. Et cette page produit est très intéressante parce qu'elle fait aussi le lien avec un peu de transactionnel, parce que le but de la page produit, c'est quand même d'ajouter au panier. D'accord ? Ensuite, il y a les pages catégories. D'accord ? Les pages catégories, j'ai une catégorie de produits, j'ai un grand listing, et là, on est vraiment dans de l'achat, on est vraiment dans du transactionnel. Et un dernier type de grandes pages sont probablement des pages locales, et sur les pages locales, il y a souvent plutôt derrière de la comparaison. Donc l'idée est d'avoir une vision un petit peu simplifiée de tout ça, mais sachez que globalement, quand vous voulez baser une stratégie sur une certaine intention de recherche, ça veut dire en fait travailler certaines pages de votre site. D'accord ?
Alors, suivant les stratégies qui sont mises en place, on va avoir des répartitions très différentes. Donc là, on a simplement pris SEMrush et quelques domaines connus pour que vous voyez que, par exemple, le navigationnel va varier entre 5 et 30% du trafic d'un site. Plus ma marque est connue, plus j'ai de navigationnel, plus ma marque est inconnue, moins j'ai de navigationnel. Et de même, vous voyez que des stratégies sont mises en place avec certains clients qui travaillent beaucoup l'informationnel, jusqu'à 60% de leur trafic et de leur effort, alors que d'autres commerçants ont des approches beaucoup plus transactionnelles et vont travailler jusqu'à 40% de pages plutôt pour de l'achat de produits ou 20% pour du commercial. D'accord? Donc votre stratégie, quand même, a une implication très forte, je dirais, sur la monétisation potentiellement de votre site. Alors, le basculement dans une nouvelle ère du SEO avec l'IA générative. Alors, bien sûr, l'IA générative a des impacts très importants parce que fondamentalement, c'est une technologie pour générer des textes. C'est tout ce que c'est l'IA générative. Reste qu'on fait une différence très claire entre ce qu'on appelle, nous, en interne, l'IA générative générique et ce qu'on appelle de notre côté l'IA personnalisée. L'IA générique, c'est probablement celle que vous connaissez tous et toutes et sur lesquelles vous vous êtes un petit peu, je dirais, cognés. Donc, elle est caractérisée par quoi? Il n'y a pas d'identité de marque dans une IA générique. Les données d'entraînement sont propres à l'IA. Donc, en fait, vous allez générer des textes sur de la data que vous ne maîtrisez pas. Et aussi, elle ne va pas suivre un brief particulier ou vos demandes. Donc en fait, avec ce type de technologie, vous avez des contenus qui sont très génériques que vous devez retravailler. C'est typiquement ce que vous avez quand vous êtes dans le playground. Vous dites, fais-moi un texte, vous avez un truc, vous le copiez-collez, vous le retravaillez à la main. Chez Incrémis, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de générer des textes publiables. Donc comment est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, les moteurs sont construits selon l'identité de la marque. Donc, quand on met en place, quand on signe un nouveau client, il y a un travail avec le département marketing pour positionner ce moteur et qu'il soit très conscient de la marque en question. Deuxièmement, la donnée est maîtrisée. C'est-à-dire que lorsque vous interagissez avec votre IA générative, vous pouvez tout à fait lui donner des fichiers, des URL qui font foi, des sources d'informations, et toutes ces données sont prises à chaud par le moteur pour vous générer un texte en fonction de vos données d'entrée. Et pour finir, elle suit l'intégralité des instructions de votre brief. Donc, si vous donnez des consignes quelconques dans le brief pour un mot-clé donné, si vous générez ce contenu par l'IA personnalisé d'Incrémis, vous allez avoir le contenu qui suit toutes les instructions de votre brief. Donc ça permet en fait d'avoir un contenu unique qui est publiable, très différent et très loin de tout contenu que vous avez fait avec de l'IA jusqu'à présent, je vous le garantis. Il y a peut-être un an ou deux, il y avait toujours un petit peu la peur de dire est-ce que je peux faire du contenu avec de l'IA ou est-ce que Google va me pénaliser? Alors je rappelle que Google a dit depuis le départ que ce qui compte c'est la qualité du contenu, qu'il soit fait par de l'IA ou par un humain, ce qui compte c'est la qualité. Quand on est en IA personnalisé, on fait des contenus à très très forte valeur ajoutée. Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur les résultats que vous voyez en haut à gauche, qui sont des résultats qui ont été mesurés en 2023 par des publications de contenu en IA personnalisé en 2022, et ces résultats sont mesurés par le client. C'est pas nous qui donnons ces résultats. Donc là, déjà, dès 2022, on était capable de faire des textes. Là, on parle de à peu près 500 pages, peut-être 1 million de mots, dans 3 ou 4 langues, qui ont été publiés dès 2022 par un client. Ils ont mesuré avec leur propre agence les résultats en 2023 en comparant les pages, et ils ont vu une explosion du trafic sur leur page parce que le contenu est très intéressant. Et en bas ici, ce que vous avez, c'est l'utilisation de l'IA personnalisée dans Incrémis, c'est-à-dire que ce sont les responsables digitaux qui sont face à une solution qui leur permet de générer des contenus en appuyant des boutons, et globalement, ça, c'est les coûts que nous, on a en face parce qu'on a une explosion de l'utilisation dans la solution. Alors, stratégie de contenu SEO en 2024. D'abord, il faut poser le problème. Et le problème, en fait, il est très très simple. C'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que de budget disponible. On a simplement mis ici le nombre de mots-clés dans les bases de données de certains de nos clients. Vous voyez, bon, il y en a qui en ont 50 000, 35 000, 10 000, 15 000, 20 000. Le problème, c'est que derrière chaque mot-clé, il va falloir faire un contenu. Vous avez un budget en face, et ce budget ne va pas vous permettre potentiellement de faire les 50 000 pages que vous souhaitez travailler. En fait, c'est simplement une allocation budgétaire, une stratégie de contenu si on prend un peu de recul au niveau business.
Alors, les critères de priorisation. Historiquement, je dirais, voilà un petit peu les 4 critères qui ont toujours été proposés dans le SEO. Donc, premier, la priorité business et marketing, d'accord, c'est-à-dire donner une direction des produits que l'on veut travailler. Deuxièmement, on va vous expliquer qu'il faut surtout commencer à renforcer vos pages existantes avant d'aller travailler des nouvelles pages, donc travailler l'existant. Troisièmement, de travailler en fonction du potentiel de chaque mot-clé. Donc, il y a une notion un petit peu de un mot-clé, il est plus juteux qu'un autre. Donc, travaille celui-là en premier, puis le deuxième, le troisième, etc. Une sorte de retour sur investissement par mot-clé. Et enfin, pour finir, si vous avez de la chance, de l'intention de recherche, c'est-à-dire que chaque mot-clé a quand même une intention de recherche qui vous permet de faire des arbitrages. Donc ça, c'est ce qu'on voit de manière générale dans le SEO. Nous, avec cette approche, on n'est absolument pas d'accord, pour une raison très simple, c'est que déjà, il y a un de ces critères qui est complètement faux, et deuxièmement, il y a un deuxième de ces critères qui, en fait, n'est absolument plus applicable aujourd'hui et qui n'est surtout pas appliqué par nos clients. Donc, je voulais peut-être très rapidement demander dans l'audience qui, d'après vous, sait quel est le critère là-dessus qui est complètement faux déjà, factuellement faux. Est-ce que vous avez une idée? On a le 2 là qui a été voté. C'est pas clair. Alors, travailler l'existant contre le nouveau. Ceci est complètement faux. Alors, c'est ce qu'on appelle une fausse croyance en fait. Il est plus utile de travailler l'existant que de créer des nouvelles pages. Pourquoi est-ce que c'est faux en fait? Votre existence, c'est un ensemble de pages, c'est un ensemble de mots-clés. C'est la partie visible de l'iceberg. Par contre, si vous avez la capacité à avoir l'intégralité de tous les mots-clés pertinents pour votre business, vous allez vous rendre compte qu'il y a une infinité de mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé, que vous n'avez pas travaillé et qui en fait représentent des opportunités très intéressantes. Croire que vous devez travailler uniquement l'existant, c'est en fait croire que vous avez toujours travaillé parfaitement votre stratégie de contenu. Vous avez toujours travaillé les bons mots-clés dans le bon moment, vous avez toujours été à jour, vous avez tout fait dans un ordre parfait. C'est impossible. Si je liste 1000 mots-clés pour n'importe quel prospect ou n'importe quel client d'Incrémis, en aucun cas ces 1000 mots-clés seront des pages déjà existantes. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes erreurs dans lesquelles sont amenées certaines organisations par des outils SEO. On va vous donner ici simplement quelques contre-exemples. Bon, ben voilà, là c'est qui? Bon, on est chez Gamme Vert, on liste simplement 15 ou 20 mots-clés. Vous voyez que certains mots-clés, ils y ont pensé, c'est de l'existant. D'autres mots-clés sont des mots-clés nouveaux. Et là, on ne met que 10 mots-clés. Idem si on va sur CBD Discount, un autre client d'Incrémis. Idem si on va chez Fleury Michon, il y a des mots-clés existants auxquels ils ont pensé, des mots-clés auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc en fait, la réalité, c'est qu'une fois de plus, lorsque vous avez l'intégralité de tous les mots-clés pertinents pour votre business, en aucun cas votre choix ne se portera que sur des mots-clés existants. Statistiquement, c'est impossible. Alors pourquoi est-ce que certains outils, je dirais, enferment les clients dans cette approche? D'abord, il faut bien comprendre que c'est plus rapide de faire bouger une page existante en changeant son contenu que quand on fait une nouvelle page. Donc en fait, quand on est fournisseur, c'est intéressant parce que ça donne la fausse perception au client qui fait la bonne chose. Vous avez une page, vous n'avez pas travaillé la bonne, il y avait un meilleur mot-clé, mais on oublie ça, vous changez le contenu, hop, Google, il réagit tout de suite, il connaît la page, il est déjà indexé, il y a des backlinks, etc. Donc ça, c'est une première raison. Deuxièmement, ça permet aussi de construire des solutions SEO principalement sur la donnée de la GSC qui a l'avantage d'être gratuite. Mais comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, parce que la donnée de la GSC n'est pas du tout de bonne qualité, vous n'avez pas de déposition en temps réel, vous avez beaucoup de problématiques sur la sémantique, etc. Et souvent, vous vous retrouvez à être vous-même à faire le travail du mot-clé par page. D'accord ? Et enfin, attention, pour sortir un outil SEO qui permet de voir non seulement l'existant, mais aussi l'intégralité de tout le reste, il faut sortir une solution assez complète. Et beaucoup d'outils SEO aujourd'hui, en fait, sont plutôt focalisés que sur l'existant. C'est plus simple. Mais en aucun cas, si vous êtes dans cette approche-là, vous ne travaillez de manière optimale votre SEO. Je vous le garantis, c'est impossible. Donc, ce critère était faux. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a un critère qui est absolument obsolète de nos jours. Est-ce que quelqu'un a une idée de savoir quel est le critère qui aujourd'hui n'est plus applicable parmi les 3 derniers qui restent? Vous dites le 3? Personne vote pour le 3.
Le 4, l'intention de recherche, on oublie. Le 3, le ROI, enfin le mot-clé plus juteux l'un par rapport à l'autre. On a 2, 3, une intention de recherche. Bingo, on a 2 gagnants. Bravo. En fait, le ROI espéré du mot-clé, travailler un mot-clé plutôt qu'un autre, etc., en fonction de son potentiel, aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. L'IA, en fait, personnalisée, a complètement bouleversé la donne, en fait. Mais dans quelle manière? Parce qu'en fait, elle modifie les coûts de production du contenu. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends 3 heures de travail, capacité de production, si vous prenez une personne en interne, un collaborateur, un rédacteur, en 3 heures, il vous fait un article, ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Avec l'IA personnalisée d'Incrémis, en 3 heures, vous allez faire quelques centaines d'articles pour 1 euro. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement quand on y réfléchit? C'est que le critère du ROI espéré, c'est je vais travailler celui-là, mais pas l'autre, etc. Mais ça, c'est en fait applicable uniquement pour les contenus que vous allez faire avec vos collaborateurs. Mais vous avez en plus une force de frappe avec l'IA personnalisée qui vous permet de travailler des centaines, des milliers de contenus en un clic. Et là, vous n'allez pas vous prendre la tête à faire des arbitrages entre les mots-clés. On va tout aller travailler, on va aller prendre tout, on va prendre toutes les facettes. On ne va pas batailler de savoir quelle facette est plus pertinente que l'autre, plus juteuse, etc. On va tout envoyer, en fait. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle un petit peu l'ancien monde. Et on va essayer de vous amener sur le nouveau monde. Et Johan va vous montrer tout ça. Comment il faut approcher aujourd'hui le SEO? Oui, bien sûr, le business, la priorité business, c'est la priorité, il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxièmement, on vous invite à remettre l'intention de recherche très, très rapidement dans votre réflexion. C'est-à-dire vous dire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux plutôt attirer des gens qui veulent faire de l'achat ou plutôt attirer des gens qui veulent s'informer? Il faut remettre l'intention de recherche en priorité. Et à partir de là, vous avez 2 capacités dans Incrémis. Créer du contenu par vos équipes en interne et aussi créer une partie du contenu par l'IA personnalisée. Quand vous allez créer en interne, en effet, vous allez être plutôt en mot-clé par mot-clé parce que vous avez un certain nombre de cartouches, une certaine capacité de création qui est assez limitée. Par contre, quand vous allez être sur l'IA personnalisée, là, vous allez en fait ne pas trop vous prendre la tête et aller générer à très, très grande échelle tout le reste. Donc, la grande question, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais par l'humain et qu'est-ce que je fais par automatisation avec l'IA personnalisée. Ce qu'on va vous montrer là, c'est simplement le retour d'expérience qu'on voit dans la plateforme des e-commerçants qui utilisent Incrémis et vous montrer comment eux, globalement, on voit qu'ils utilisent la machine aujourd'hui. D'accord? On va commencer très rapidement. La home page. La home page, d'après vous, on va le faire plutôt par une équipe en interne ou on va faire ça par de l'IA personnalisée? Qui a une idée? La home page. Ah oui, c'est lui qui répond. La home page, bien évidemment, vous allez la faire par votre équipe en interne. Il y a une seule page, c'est la page un peu critique du site, etc. Maintenant, les pages catégories. Donc, je rappelle, les pages catégories, c'est beaucoup d'achats. Ce sont tous ces produits de catégorie avec toutes ces facettes, etc. Donc, comment est-ce qu'on va aborder la création de contenu pour les pages catégories entre l'humain et l'IA personnalisée? Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est l'IA personnalisée? Comment on va les faire pour prendre le salon de jardin et toutes les facettes autour du salon de jardin pour prendre plus d'1 million de recherches annuelles? Est-ce que vous avez une idée? Le 2, IA personnalisée? Tout par IA personnalisé, tout par IA, c'est simple. On voit des personnes qui sont très, très convaincues là-dessus. 3, on se croyait dans des enchères, vous savez. 4, tout le monde dit tout IA personnalisé, on donne tout à l'IA personnalisé. Ah, il y a déjà une personne qui commence à dire les deux. Une deuxième personne qui vote pour les deux. En fait, il faut, je crois, arrêter de voir l'humain et l'IA comme étant 2 personnes, 2 entités distinctes qui un petit peu se font un combat de boxe et moi j'ai mon petit scope et toi tu as ton petit scope. Vous devez envisager l'IA personnalisée comme une extension de capacité pour vous. D'accord? Donc en fait, on est toujours sur une allocation qui va se faire entre les équipes internes qui vont faire le contenu pour le mot-clé principal. Et l'IA personnalisée derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner une capacité à générer toutes les facettes en un clic. Mais elle se nourrit du contenu principal. N'oubliez pas que l'IA n'est qu'une technologie de génération de texte qui a besoin de données en entrée, d'entraînement, etc.
Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner le mot-clé principal à votre rédacteur en interne qui va faire, voilà, ma page parfaite catégorie pour les salons. Et ensuite, il va aller dans IA personnalisé automatisation. Il va dire, maintenant, tu as compris pour les salons, je veux que tu me fasses tous les contenus pour toutes mes facettes. Et il va uploader un Excel avec toutes les facettes et lui dire, maintenant, tu me fais tout le reste. D'accord? Donc, rappelez-vous qu'en fait, l'IA personnalisé est une extension de puissance et qui est souvent utilisée pour faire les textes à moindre valeur ajoutée avec de la volumétrie. C'est souvent ça, en fait, le sous-jacent. Page produit. Comment est-ce qu'on va faire les pages produits? Qu'est-ce qu'on observe d'après vous? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est IA? Est-ce que c'est les deux? Mon cœur balance sur les pages produits. Il y en a qui sont sur les deux. Comment vous voyez la chose? IA uniquement. Alors les pages produits, en fait, il y a un parallèle sur les pages catégories. Dans les pages produits, les top produits sont quand même toujours souvent dans la main de l'organisation, donc plutôt fait en interne. Et ensuite, ils utilisent l'automatisation pour tout le reste du catalogue produit parce qu'ils peuvent pas faire 25 000, 50 000 pages d'un coup, etc. Donc c'est plutôt comme ça. C'est pas pour autant que vous devez suivre cette stratégie. Si vous voulez faire que de l'automatisation, vous pouvez faire que de l'automatisation. Mais néanmoins, les top ventes sont souvent gardés. Le top 10, top 20% sont quand même souvent un peu gardés quand même sous le capot. Je rappelle que les pages produits, le but est cette fois-ci de convertir tout votre trafic beaucoup mieux. D'accord? Donc la page catégorie, je vais capturer tout mon trafic d'achat. Et la page produit, les gens vont venir sur mes produits, je vais faire une belle page produit, je vais informer et je vais donner envie d'ajouter au panier. Donc c'est l'histoire de l'intention de recherche informationnelle, mais aussi toujours un peu de transactionnel pour la page produit. Les marketplaces, très intéressant ça, les marketplaces. Comment ça se passe les marketplaces d'après vous? Vous allez faire ça comment? À la main, avec de l'IA, un peu des deux? IA, tout à fait. Alors marketplace, ce qu'on a compris, c'est que ce n'est qu'un ensemble de contraintes, d'accord? Donc c'est un contrat Amazon, il faut je sais pas 3 caractères, Darty 42, etc., etc. Donc en fait l'approche pour la distribution marketplace, c'est 100% par automatisation. En fait, ils ne font rien à la main et ils délèguent pour tous leurs produits de créer les textes pour l'intégralité de toutes leurs pages produits dans le module d'automatisation. Les pages locales, donc page locale, intéressant, il y a quand même de la comparaison, du commercial, il y a des choses. Page locale, vous le voyez comment entre IA et humain? Est-ce que vous avez une idée? Les deux, un peu les deux. Les pages locales, c'est souvent délégué à 100%, bataille même pas, quoi. Les magasins à Lyon, à Paris, à Marseille, bon, même si Paris il est plus grand, ou je sais pas, un service, un plomberie dans toutes les villes de France. En règle générale, c'est carrément automatisé à 100%. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous êtes obligé de suivre ce pattern. Je vous dis simplement que, bon, si vous n'avez pas une grande différence avec une ville par rapport à une autre, ce qu'on observe, c'est simplement à la chaîne les pergolas dans tous les pays, toutes les villes de France, etc. Et enfin, les pages de blog. Pages de blog, on se rappelle, on le met en dernier, c'est de l'informationnel, rappelez-vous. Les pages de blog, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, est-ce qu'on va faire ça avec de l'humain? Est-ce qu'on va faire ça avec de l'IA personnalisée? Comment est-ce que vous voyez la répartition du travail sur les pages de blog? Et là, vous ne trouverez pas, sauf si vous avez déjà assisté à cette conférence. Allez-y. Les deux, d'accord. Mais comment les deux? J'aimerais un peu plus de précision. Page de blog, comment est-ce qu'on approche le blog? Ah, grande question. Alors, ça, de manière générale, quand on dit avec l'humain, alors je répète ce que cette personne a dit, si j'ai bien entendu d'ailleurs, parce qu'on n'entend rien, c'est génial. Elle a dit, je génère avec l'IA, je corrige un peu à la marge avec l'humain. C'est ça que vous dites, hein? Alors, tout ce qu'on donne ici, quand on dit c'est l'humain, sachez que l'humain est quand même aidé par de l'IA. D'accord? Donc, ce que vous dites est en fait applicable à toute la première colonne et Johan va vous le montrer. Vous avez l'IA qui est là pour vous aider pour un texte, et bien sûr, il va vous aider pour en faire 1000 de plus. C'est pas le même game. Un texte, vous allez le relire. Quand vous en faites 1000, vous relisez pas les 1000 textes, je vous garantis. D'accord? Donc, en fait, c'était pas tout à fait ça la réponse. Alors, le blog. Pardon? Le choix des thèmes par l'humain et ensuite tout par l'IA. La stratégie par l'humain, tout par l'IA. Pas tout à fait ça. Alors, comment ça se passe en fait? Pour tous les nouveaux mots-clés,
Vous voulez travailler un nouveau mot-clé de magazine, un mot-clé un peu ouvert, voilà. Bon, ben oui, là, c'est plutôt par l'humain, dans un éditeur, hein, avec cette assistance IA. Par contre, on est capable aussi de reprendre tous vos articles existants. Donc, il va vous montrer pour n égale 1 tout à l'heure dans un article comment on peut prendre un article, l'améliorer en donnant à l'IA des instructions du style, bon, ben, mets-le à jour, c'est un article de 2022, la nouvelle loi 2024, c'est telle URL, tu appuies un bouton, l'article, il est mis au carré. D'accord? Donc ça se fait 100% par IA personnalisé. Donc globalement, ce qu'on dit, c'est que tout l'existant du blog se fait par IA personnalisé, alors que les nouveaux articles qui sont inspirationnels, souvent, sont quand même faits par des humains, par vos rédacteurs, avec, encore une fois, il faut trouver la bonne répartition entre de l'informationnel et de l'achat. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la plateforme. Ça, c'est un exemple de mail qui est reçu, hein, un screenshot, qui n'est absolument pas inventé ni photoshopé. Hein. Donc, c'est une cliente qui a généré 700 pages produits, qui a pris 500 000 mots d'un coup, c'est-à-dire 700 mots par page produit. D'accord? Donc, c'est typiquement fait par délégation à l'IA personnalisée. Et Johan va vous montrer un petit peu ça. Et ça, des emails comme ça, il en sort tout le temps, tous les jours avec Incrémis. Donc, vous avez vraiment une force de frappe qui est très intéressante pour capturer, une fois de plus, l'intégralité de tout votre trafic SEO. D'accord? Donc, je garantis que c'est pas photoshopé et c'est le client qui est complètement autonome, il fait ce qu'il veut. Donc, pour résumer, avant que je donne la main à Johan et que je puisse me reposer, on se rappelle en fait, une stratégie de contenu, rappelez-vous, c'est simplement une allocation budgétaire. Vous avez un certain budget en début d'année. Cette allocation budgétaire, il faut y réfléchir quand même en intention de recherche. Ça serait quand même bien de se dire, bon, attention, on va faire peut-être 30% d'informationnel, mais je voudrais quand même 70% de transactionnel commercial si je suis e-commerçant. Hein. Donc, et il faut y réfléchir comme ça. Dans les devis d'Incrémis, factuellement, il y a quoi? Il y a une licence pour le logiciel Incrémis, et ensuite, il y a des enveloppes de mots pour l'automatisation. D'accord? Donc, c'est dans des enveloppes d'1 million de mots. Hein. Alors, il y en a qui en prennent beaucoup plus, mais le démarrage, c'est 1 million de mots. Donc, on a factuellement des lignes différentes en disant, bon, mais il y a du contenu fait par des humains, ça c'est peut-être fait en interne ou par nos rédacteurs, mais en tout cas, je prends 1, 2, 5, 10 millions de mots de plus parce que je vais déléguer à automatisation, je sais pas, 50 000 pages produits, etc., etc. Et globalement, rappelez-vous que l'intention de recherche et votre stratégie, simplement travailler des pages, et il y a une très grosse corrélation à se dire, ben, du coup, je veux que tu travailles ma page catégorie plutôt qu'aller travailler le blog. Mais fondamentalement, c'est ça, en fait, qui se passe. Alors, c'est l'heure de la démo. Donc, je vais passer la main. Hop, super, bonjour à tous.